Au 30e étage de la tour Teknova, au cœur de la Défense, se dressait un monument de verre et d'acier entièrement dédié au succès. De gigantesques baies vitrées offraient une vue imprenable sur Paris, un panorama majestueux que plus personne ne remarquait, les regards étant perpétuellement rivés sur les écrans lumineux. L'air y était froid, filtré, presque stérile, et le silence n'était rompu que par le cliquetis incessant des claviers et le bourdonnement sourd des serveurs. Le mobilier, d'un design minimaliste et coûteux, semblait avoir été conçu pour décourager toute forme de confort ou de chaleur humaine. Les employés se déplaçaient avec une précision mécanique, des silhouettes anonymes dans des costumes sombres, leurs visages tendus par la pression des objectifs à atteindre. C'était un royaume de performance pure, un écosystème où la valeur d'un individu se mesurait uniquement à ses résultats chiffrés, laissant l'humanité à la porte de l'ascenseur. Au centre de cette ruche glaciale se tenait Julien Lefebvre, le fondateur et PDG. À 42 ans, il était l'incarnation même de la réussite qu'il avait lui-même érigée. Son costume sur mesure était impeccable, sa montre de luxe brillait discrètement à son poignet, mais sa posture trahissait une tension permanente. Son visage était un masque de contrôle, ses yeux froids et analytiques balayant la pièce, ne voyant pas des collaborateurs, mais des ressources, des outils pour sa machine à profit. Ce jour-là, une fureur et contenu émanait de lui. Il tenait une enveloppe à la main, légèrement froissée par sa poigne, et son regard passait de ses assistants paniqués aux documents qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Sa voix, habituellement tranchante, était devenue un sifflement de pure impatience, exigeant une solution immédiate à un problème qui semblait totalement dérisoire dans cet empire de technologie. L'objet de sa frustration était une lettre officielle, rédigée entièrement en hongrois. Une notification urgente concernant l'héritage de sa grand-mère, la seule personne qui lui avait jamais montré une once d'affection véritable et qu'il avait pourtant négligée pendant des années. Le délai pour y répondre était extrêmement court et aucun traducteur n'était disponible sur le champ dans son réseau. Alors que le chaos et la panique montaient d'un cran, une silhouette discrète s'est approchée. C'était Elena Petrovitch, l'une des agentes d'entretien du soir. Dans son uniforme simple et usé, elle était normalement invisible. Mais ce soir-là, elle s'avança timidement vers le bureau de Julien, ses mains calleuses légèrement tremblantes. D'une voix si basse qu'il fallut un silence pour l'entendre, elle murmura « Monsieur, excusez-moi, je crois que je peux vous aider. Je sais lire le hongrois. » La proposition fut accueillie par un silence stupéfait, immédiatement brisé par un ricanement. Un des jeunes cadres laissa échapper un rire bref et méprisant, et des regards moqueurs fusèrent à travers la pièce. Pour eux, l'idée qu'une femme de ménage puisse résoudre un problème qu'ils ne parvenaient pas à gérer était tout simplement absurde. L'humiliation d'Elena fut un coup de poignard silencieux, visible dans la façon dont ses épaules se contractèrent légèrement, même si son visage resta digne. Julien, poussé non par la bienveillance, mais par un désespoir absolu, ignora les sourires en coin. Avec un geste las, comme s'il n'avait plus rien à perdre, il lui tendit le document. Ce n'était pas un geste de confiance, mais de pur cynisme. C'est précisément dans ces instants de mépris ordinaire que les destins basculent. Si vous croyez aussi que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son uniforme, abonnez-vous pour nous aider à partager d'autres histoires qui le prouvent. Elena prit le document que Julien lui tendait. Ses doigts, habitués au contact rêche des éponges et des produits d'entretien, effleurèrent le papier avec une délicatesse inattendue, presque révérencieuse. Un silence de plomb s'abattit sur le bureau. Puis, sa voix s'éleva, claire et posée, contrastant avec le murmure hésitant de quelques instants plus tôt. Elle ne se contenta pas de traduire mot à mot. Elle donna vie au texte. Elle expliqua les subtilités d'une expression idiomatique hongroise, la nuance formelle d'un terme juridique et même le ton sous-jacent de l'urgence mêlé d'une pointe de tristesse qu'elle percevait dans la tournure des phrases. Les cadres, qui quelques secondes auparavant ricanaient, étaient désormais figés,
leur visage passant de l'arrogance à une stupéfaction totale. Julien, lui, ne la quittait pas des yeux, réalisant que la solution à son problème ne se trouvait pas dans un algorithme ou un service de luxe, mais dans les mains de la femme qu'il ignorait chaque soir. Pour briser le charme, ou peut-être par pur dépit, un jeune manager arrogant lança une phrase complexe en allemand, un défi à peine masqué. Sans même lever les yeux du document, Helena lui répondit dans un allemand parfait, corrigeant même subtilement une petite erreur de grammaire dans sa question. Un autre, un directeur des opérations qui se vantait de ses voyages, tenta sa chance en russe. La réponse d'Helena fut tout aussi fluide, précise et dénuée de la moindre hésitation. Le masque de la femme de ménage venait de se briser en 1000 morceaux, révélant une intelligence et une culture qui éclipsaient celle de tous les consultants hors de prix que Julien avait jamais engagés. L'humiliation changea de camp, se propageant comme une onde de choc silencieuse à travers les bureaux vitrés. C'est fou comme le talent peut se cacher là où on s'y attend le moins. Si vous pensez aussi que chaque personne mérite d'être regardée pour ce qu'elle est vraiment, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Helena n'avait pas toujours porté cet uniforme bleu de travail. Il y a des années, dans une autre vie, ses mains ne tenaient pas des balais, mais des livres rares et des stylos à encre. Elle était professeure de linguistique comparée à l'université de Kiev. Son bureau, alors, donnait sur une cour pavée et sentait le papier ancien et le thé noir. Elle passait ses journées entourée de jeunes esprits curieux, partageant sa passion pour les ponts invisibles qui relient les cultures à travers les mots. Elle était respectée, admirée, épanouie. Elle se souvenait du poids rassurant d'une pile de thèses à corriger, du son des applaudissements après une conférence et de la fierté dans le regard de ses étudiants. C'était une vie de l'esprit, une existence où sa valeur se mesurait à la connaissance qu'elle transmettait et non à la propreté des surfaces qu'elle laissait derrière elle. Puis, la guerre avait tout balayé. La fuite précipitée, les adieux déchirants, le bruit assourdissant des sirènes qui avaient remplacé le calme de sa bibliothèque. Arrivée en France avec pour seul bagage une valise et un doctorat devenus inutiles, elle s'était heurtée à un mur de bureaucratie et d'indifférence. Ses diplômes n'étaient pas reconnus, son expérience jugée non pertinente. La linguiste brillante était devenue une réfugiée anonyme. La nécessité de survivre, de payer un loyer pour un minuscule studio en banlieue, l'avait poussée à accepter le premier travail venu. Chaque soir, en enfilant son uniforme, elle sentait une partie d'elle-même s'éteindre. Elle n'était pas amère, juste profondément fatiguée d'être invisible, de porter en silence le deuil de la femme qu'elle avait été, une universitaire dont le savoir était désormais confiné au couloir désert d'une tour de bureau. En écoutant la traduction d'Helena, Julien ne ressentait pas seulement du soulagement, mais une honte cuisante qui lui brûlait la gorge. Il se revoyait, des années plus tôt, jeune homme issu d'un quartier modeste, luttant pour être pris au sérieux, supportant les sourires condescendants de ceux qui étaient nés avec les bons noms et les bonnes adresses. Il avait passé sa vie à construire une forteresse de succès pour ne plus jamais ressentir cette humiliation. Et pourtant, il venait de l'infliger, sans même y penser, à une femme dont la richesse intérieure dépassait de loin sa propre fortune. Il avait créé un royaume où la valeur d'un être humain était réduite à son titre sur une carte de visite et il était devenu le roi aveugle de cet empire vide. Pour la première fois depuis des années, il ne vit pas une employée, mais un miroir de sa propre humanité perdue. D'un geste sec, il congédia ses assistants pétrifiés. « Laissez-nous !» ordonna-t-il, sa voix tranchante mais dépourvue de sa colère habituelle. Une fois seul, le silence entre le PDG et l'agente d'entretien était assourdissant. Julien se racla la gorge, luttant contre un flot d'émotions contradictoires. « Madame Petrovitch !» commença-t-il, utilisant son nom pour la première fois. « J'ai besoin de votre aide, pas seulement pour ce soir. Je vous demande de travailler comme consultante pour moi, pour régler cette affaire. Vous serez rémunéré pour votre expertise. » L'offre était abrupte, presque maladroite, mais sincère. Helena le regarda,
Ses yeux calmes sont dans les siens, cherchant la faille derrière le masque du pouvoir. Elle ne voyait pas un patron, mais un homme désespérément perdu qui venait, sans le savoir, de lui tendre une bouée de sauvetage. Elle hocha simplement la tête. Le lendemain, Elena se présenta à la réception de Teknova. Elle ne portait plus son uniforme, mais une simple robe sombre et un chemisier, des vêtements modestes mais propres et dignes. L'hôtesse d'accueil, qui la voyait chaque soir sans jamais la regarder, la dévisagea avec une confusion non dissimulée. Lorsqu'elle annonça qu'elle avait rendez-vous avec Monsieur Lefebvre, un rictus de mépris flotta sur les lèvres de certains cadres qui passèrent par là. Durant toute la journée, elle fut une anomalie, un fantôme sorti de sa place. On l'installa à un bureau vide dans un coin, et les murmures la suivirent. Comme une ombre, personne ne lui adressa la parole, sauf pour lui demander un café, par réflexe, avant de se rendre compte de leur méprise avec une gêne teintée d'agacement. L'hostilité n'était pas ouverte, mais elle était partout, dans les regards fuyants et les silences pesants. En fin de journée, Julien la convoqua dans son bureau. Les gigantesques baies vitrées baignaient la pièce d'une lumière dorée. Il ne lui parla pas immédiatement de la lettre. Au lieu de ça, il lui posa une question. « C'est simple. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ?» Elena prit un instant avant de répondre, sa voix toujours douce mais ferme. « Parce que personne ne m'a jamais rien demandé, monsieur. On ne voit que ce que l'on s'attend à voir. Vous attendiez une femme de ménage, alors c'est ce que vous voyez. » Sa franchise, dénuée de tout reproche, le désarma. Pour la première fois, il ne chercha pas à dominer la conversation. Il écouta. Elle lui parla brièvement de Kiev, non pas de la guerre, mais de la beauté des marronniers en fleurs au printemps. Un détail simple, poétique, qui fendit l'armure de Julien et laissa entrevoir l'abîme de solitude dans lequel il vivait. Au fil des jours, en travaillant sur les documents de la succession, Elena fit bien plus que traduire. Elle devint une archéologue des sentiments. Elle expliqua à Julien que sa grand-mère n'avait pas utilisé les formules juridiques standards, mais des tournures de phrases plus personnelles, presque poétiques, pour décrire la petite maison qu'elle lui léguait. Elle lui montra comment, entre les lignes d'un jargon administratif, se cachaient des regrets, des souvenirs d'enfance et un amour qui avait survécu aux années de silence. « Elle ne vous lègue pas seulement une propriété, monsieur Lefebvre, lui dit-elle doucement un après-midi. Elle essaie de vous léguer un souvenir, le souvenir d'une époque où vous étiez simplement Julien, pas un PDG. » Le document cessa d'être un problème à résoudre. Il devint le dernier message d'une femme qu'il avait aimée et oubliée. Cette révélation fut un électrochoc pour Julien. Il réalisa que sa course effrénée vers le succès n'avait été qu'une fuite en avant, une tentative désespérée d'enterrer le jeune garçon vulnérable qu'il avait été. En négligeant sa grand-mère, il avait coupé le dernier lien avec la seule personne qu'il avait aimée inconditionnellement. Elena, par sa simple présence et sa sagesse tranquille, lui avait tendu un miroir, et l'image qu'il y voyait le dégoûtait. Il était riche, puissant, mais émotionnellement en faillite. Il comprit que pour se reconstruire, il devait d'abord démolir les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. C'est incroyable comme une seule rencontre peut changer le cours d'une vie, n'est-ce pas? Si ces histoires de seconde chance vous touchent, pensez à vous abonner pour nous aider à en partager davantage. La présence d'Elena au 30e étage ne manqua pas de provoquer des remous. Les cadres qu'il avait méprisés se sentaient désormais menacés par cette femme qui avait l'oreille du patron. La résistance devint plus active. Des dossiers importants dont elle avait besoin pour la succession disparaissaient mystérieusement de son bureau, pour réapparaître des heures plus tard avec des excuses évasives. Lors des réunions auxquelles Julien insistait pour qu'elle assiste, on l'ignorait délibérément, posant des questions techniques en anglais rapides pour la mettre en difficulté, sans savoir qu'elle maîtrisait la langue de Shakespeare aussi bien que la leur. Le jeune manager qui avait ricané le premier soir alla même jusqu'à insinuer auprès de Julien que les traductions d'Elena étaient peut-être approximatives et qu'il serait plus prudent de faire appel à une agence certifiée. Julien sentait le sabotage et la mauvaise foi de son équipe. Un matin, lors d'un point sur l'avancement du dossier, le même manager mit ouvertement en doute l'interprétation d'Elena,
sur une clause juridique complexe. Avec « tout le respect que je vous dois, madame », dit-il d'un ton faussement poli. Cette terminologie est très spécifique. Êtes-vous certaine de ne pas la surinterpréter? Avant qu'Helena ne puisse répondre, Julien intervint, son calme glacial faisant taire toute la salle. L'interprétation d'Helena est non seulement correcte, mais elle a également identifié une référence à une loi locale de 1982 que votre agence certifiée à 10 000 € de l'heure a complètement manqué. Désormais, toutes les communications concernant ce dossier passeront par elle. Est-ce que c'est clair? Son regard balaya la pièce, ne laissant aucune place à la contestation. C'était la première fois qu'il la défendait publiquement. Un pacte silencieux venait d'être scellé entre eux. L'opportunité de redorer le blason de Teknova se présenta sous la forme d'un contrat potentiel de 10 millions d'euros avec un conglomérat japonais extrêmement traditionnaliste. Les négociations, menées par l'équipe de cadres de Julien, étaient au point mort. Une série de maladresses culturelles, de suppositions arrogantes et une communication trop directe avaient créé un fossé de méfiance. L'investisseur principal, M. Tanaka, restait poli mais distant, son visage impénétrable derrière un écran lors des visioconférences. L'affaire était sur le point de s'effondrer, emportant avec elle une part considérable de la réputation de l'entreprise. La panique était palpable dans les bureaux du 30e étage. Les mêmes esprits brillants qui avaient ricané face à Helena quelques semaines plus tôt étaient désormais à court de solutions. Leur stratégie agressive se brisant contre un mur de subtilité qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni respecter. Julien observait le désastre, sentant que cette crise était le symptôme d'un mal bien plus profond. Le jour de l'ultime visioconférence, celle de la dernière chance, Julien prit une décision qui fut accueillie par une incrédulité glaciale. Contre l'avis unanime de son conseil, il demanda à Helena de se joindre à eux, pas comme traductrice, mais comme conseillère culturelle. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, vêtue de sa robe sobre, un murmure de désapprobation parcourut les rangs des cadres en costume coûteux. Les regards condescendants, les soupirs à peine dissimulés, tout indiquait qu'ils considéraient sa présence comme une excentricité dangereuse, une ultime folie de leur PDG. Helena s'assit tranquillement à l'écart, observant la scène avec un calme habituel, une présence sereine au milieu d'une tempête d'ego et d'anxiété. Pour Julien, ce n'était plus un pari, mais un acte de foi. Il misait les 10 millions d'euros non pas sur une stratégie, mais sur la valeur d'un être humain qu'il avait enfin appris à voir. La conversation commença aussi mal que les précédentes. L'équipe de Julien tentait de rattraper ses erreurs avec une courtoisie forcée qui sonnait faux. Le visage de M. Tanaka à l'écran restait une énigme polie. Le contrat glissait entre leurs doigts. C'est alors qu'Helena, sentant l'impasse, demanda la parole d'un geste discret. Julien acquiesça. Elle s'adressa directement à l'investisseur, dans un japonais d'une fluidité et d'une élégance qui firent taire instantanément toute la salle. Elle ne parla pas de chiffres ni de projections. Elle cita un ancien proverbe japonais sur l'importance de construire un pont solide avant de le traverser, liant cette sagesse à la nécessité de bâtir la confiance avant de signer un partenariat. Pour la première fois de toutes les négociations, le masque impénétrable de M. Tanaka se fendit pour laisser place à un large sourire sincère. Le courant était passé. L'affaire était sauvée. Une fois la connexion coupée et les assurances de l'investisseur acquises, un silence assourdissant tomba sur la salle de réunion. Les cadres étaient figés, partagés entre le soulagement et une humiliation profonde. Julien se leva, mais il ne regarda aucun d'entre eux. Ses yeux étaient fixés sur Helena, qui était restée assise, humble dans sa victoire. Il s'approcha d'elle et devant toute son équipe de direction, sa voix, pour la première fois, était dénuée de toute armure, vibrant d'une émotion brute. J'ai passé des années à chercher des talents sur le marché, à payer des fortunes pour des diplômes prestigieux, et le plus grand talent que j'ai jamais rencontré était juste ici, en train de nettoyer mon sol. L'erreur
n'était pas que vous soyez invisible. L'erreur était que j'étais aveugle. Pardonnez-moi. Ces mots eurent l'effet d'une déflagration. Ce n'était pas seulement une excuse, c'était une confession, l'abdication d'un roi devant la vérité qu'il avait si longtemps refusée. L'aveu public de sa faillite morale changea à jamais la dynamique de pouvoir au sein de Teknova. Les cadres arrogants baissèrent les yeux, comprenant que les règles du jeu venaient d'être réécrites. La valeur ne se mesurerait plus aux apparences, mais à la substance. Helena ne répondit pas par des mots. Elle se contenta d'un lent hochement de tête, une absolution silencieuse qui portait en elle une dignité immense. Dans ce simple geste, il n'y avait ni triomphe, ni rancune, seulement la grâce d'une femme qui n'avait jamais douté de sa propre valeur, même lorsque le monde entier s'évertuait à l'ignorer. La victoire de ce jour-là ne se chiffrait pas en euros, mais en humanité retrouvée. Les semaines qui suivirent ne furent pas un retour à la normale, mais la naissance d'une nouvelle réalité. L'aveu de Julien ne fut pas une simple parole en l'air, mais la première pierre d'un édifice entièrement repensé. Contre l'avis de tous ses actionnaires, il créa une entité inédite au sein de l'entreprise, le département du potentiel humain. À sa tête, il nomma Helena Petrovic. Sa mission n'était pas de gérer les ressources, mais de les révéler. Le programme qu'elle mit en place était révolutionnaire. Des entretiens approfondis avec chaque employé, du service de maintenance au cadre supérieur, pour découvrir leurs passions, leurs compétences cachées, leur vie d'avant. Des bourses de formation et des passerelles internes furent créées pour que les talents ne soient plus jamais condamnés à l'ombre par un simple titre de poste. Le 30e étage, autrefois temple de la performance glaciale, commençait à se réchauffer, irrigué par un flux nouveau d'humanité. Helena n'adopta jamais les codes du pouvoir. Son bureau, aux portes toujours ouvertes, devint un lieu de pèlerinage pour les invisibles de Teknova. Elle y reçut un agent de sécurité qui, dans son pays, était un ingénieur en génie civil, et une hôtesse d'accueil qui passait ses nuits à créer des animations graphiques d'une beauté stupéfiante. Elle ne leur offrait pas la charité, mais la dignité d'être reconnue. En quelques mois, l'agent de sécurité rejoignit l'équipe de développement des infrastructures, et l'hôtesse d'accueil devint la nouvelle responsable du design créatif. L'histoire d'Helena, la professeure devenue femme de ménage puis directrice, se propagea bien au-delà des murs de la tour. Elle devint conférencière, non pour parler de sa réussite, mais pour rappeler à tous que chaque personne est une bibliothèque de savoir qui ne demande qu'à être lue si seulement on prend la peine d'ouvrir la couverture. Pour Julien, la transformation fut plus intime, plus profonde. Guidé par les traductions d'Helena, il se rendit en Hongrie pour la première fois depuis son enfance. Il découvrit la petite maison de sa grand-mère, simple et modeste, mais remplie de photos de lui, un garçon souriant qu'il ne reconnaissait plus. Ce voyage fut un pèlerinage vers son propre cœur perdu. De retour à Paris, il vendit sa collection de montres de luxe et, avec l'argent de la succession, créa la fondation Nagy, du nom de sa grand-mère. Sa mission, offrir un soutien juridique et financier aux réfugiés diplômés pour faire reconnaître leurs qualifications en France. Ce n'était plus une question de profit ou d'image, mais un acte de réparation. En honorant la femme qui lui avait appris à lire, il apprenait enfin à se voir lui-même, non comme un PDG, mais comme le petit-fils de celle qu'il avait aimée sans condition. 3 ans plus tard, l'atmosphère de Teknova était méconnaissable. La compétition agressive avait laissé place à une culture de collaboration et de curiosité. On pouvait voir Julien Lefebvre prendre un café avec le nouveau responsable logistique, un ancien chauffeur-livreur dont Helena avait découvert les talents d'organisateur hors pair. Les baies vitrées ne reflétaient plus seulement la ligne d'horizon de Paris, mais des visages détendus, des sourires échangés, une ruche bourdonnante de potentiels libérés. La véritable valeur de l'entreprise ne se mesurait plus à sa cotation en bourse, mais à la richesse des histoires humaines qu'elle abritait désormais.
C'est extraordinaire de voir comment un simple acte de reconnaissance peut transformer des vies entières. Si ces récits qui redonnent foi en la valeur de chacun vous touchent, abonnez-vous pour nous aider à continuer de partager ces lueurs d'espoir.